Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par la French Tech et notre partenaire Tournimeyer. On vous laisse le temps de vous installer, de vous connecter. Nous avons nos invités partenaires qui sont à la Cité Numérique avec Michael et moi-même qui suis en télétravail. Et on vous laisse le temps de vous connecter, de vous installer. Vous pouvez encore aller prendre un petit café. On va se donner quelques minutes avant de démarrer. Et je regarde l'heure, j'ai 11h00. On va attendre encore un tout petit peu. Le principe, il est simple. Un webinaire avec nos experts partenaires sur le sujet de l'immobilier et des startups. Et puis, évidemment, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure via le chat, l'outil Converser tout en bas de votre écran. Et que ce soit Michael ou bien sûr nos partenaires Tournimeyer, ils pourront répondre à vos questions en direct, en live. Je ne sais pas, j'attends le go. Michael, qu'est-ce que tu en penses? On va pouvoir démarrer, Michael? Je fais tourner 2 secondes. Je propose effectivement que je suis en train de continuer à admettre du monde. De toute façon, On se donne une minute encore? j'en profite pour saluer ceux qui sont à l'heure. C'est toujours agréable quand on est de l'autre côté de la barrière. Ce que je propose, c'est qu'on démarre. Et puis ceux qui manqueront le tout début, et il y en aura évidemment, raccrocheront sur le replay. Qu'on va mettre en fin de journée ou demain matin ou plus tard sur notre chaîne YouTube. Philippe, je te laisse peut-être faire une rapide intro, si tu veux, en 2-3 phrases. Je te pose le contexte technique, on va dire, de ce webinaire ensuite. Et puis, évidemment, je passerai la parole à Jason et Fabrice dans la foulée. Eh bien, on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire, ce nouveau webinaire organisé par la French Tech avec nos partenaires. Aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur, la chance de recevoir notre partenaire Tournimeyer. Je suis ravi avec Michael Lozano de la French Tech de recevoir Jason Pénaner et Fabrice Jolivet de Tournimeyer Bordeaux. L'objectif de ce webinaire, c'est de parler d'immobilier de start-up, un sujet dont on parle assez peu parce qu'on est très focalisé sur le développement, sur le chiffre d'affaires, sur la croissance, sur le recrutement, sur l'international, sur tous ces sujets-là. Mais il y a aussi à un moment donné la question des espaces qui se pose, la question de l'immobilier. Et c'est tout l'objet de ce partenaire aujourd'hui avec notre partenaire Tournimeyer. Donc, je suis Philippe Métayer, je suis directeur général de la French Tech à Bordeaux en télétravail. On essaie d'être évidemment exemplaire à la French Tech sur tous ces sujets-là. Et on a nos partenaires avec Michael Lozano dans nos bureaux à la Cité Numérique avec le coq French Tech et l'arbre des partenaires juste derrière. La French Tech en 2 mots. La French Tech, c'est une association qui porte le label French Tech Bordeaux sur le territoire. Et ce label a 3 objectifs. Faire gagner du temps aux entrepreneurs pour recruter, faire gagner du temps aux entrepreneurs dans leur développement, que ce soit le financement, l'international, l'accès à la commande publique, et faire en sorte que la tech ait encore plus de sens, toujours plus de sens par rapport à l'ensemble des enjeux sociétaux, environnementaux, de façon à ce que justement on puisse répondre, développer de l'emploi sur le territoire, développer de la valeur, mais aussi répondre à des enjeux qui sont communs à tous. Voilà en quelques mots. Aujourd'hui, la French Tech, vous pouvez y adhérer par personnalité morale, par structure. Et aujourd'hui, on vient de dépasser les 520 entreprises adhérentes. Donc, on est sur une dynamique très, très forte. On en est ravis et notre objectif, c'est d'être toujours concentré pour vous délivrer des services concrets et faire gagner du temps aux entrepreneurs. Je laisse la parole à nos experts, Jason et Fabrice. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir même en mode distanciel. Et Michael va vous préciser quelques petits éléments sur la partie technique pour interagir durant ce webinaire. À vous, Michael et Jason et Fabrice, et bon webinaire à tous. Merci Philippe. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Quelques éléments purement techniques, rébarbatifs, et donc je vais faire le plus court possible pour caler techniquement ce webinaire qui est enregistré. Donc vous pourrez le consulter en replay sur notre chaîne YouTube et puis on vous enverra les slides à l'issue du rendez-vous.
Vous avez nativement votre webcam et votre micro qui sont fermés. Les webcams, vous pouvez les ouvrir là-dessus, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, pour éviter trop de bruit autour de vous, je vous demande de garder vos micros fermés, au moins dans l'immédiat. Vous avez un outil converser ou dialoguer dans Zoom que vous pouvez activer et qui va vous permettre de poser des questions. Comme on est sur un volume raisonnable de participants, ce que je vous propose, c'est simplement de saisir dans l'outil converser la question. Et puis, si vous voulez apporter quelques précisions, dès que je vous donnerai le go, je donnerai votre nom, vous pourrez ouvrir votre micro à ce moment-là et puis poser la question en direct de manière à ce qu'on ait un petit peu d'interactivité. Et puis, évidemment, à l'issue du rendez-vous, on aura aussi un petit temps d'échange et de questions-réponses. Là, on est vraiment dans un objectif de vous donner le maximum de clés sur le marché bordelais. Évidemment, vous donner des chiffres, mais aussi vous donner des éléments de compréhension. On va parler des différents types de baux. On va parler évidemment de l'impact que peut avoir une stratégie immobilière sur l'attractivité de votre entreprise, sur indirectement votre marque employeur. Le but, c'est vraiment de vous donner des éléments de compréhension pour que vous puissiez faire vos choix en toute conscience et puis ensuite pouvoir vraiment développer une véritable stratégie en matière d'immobilier. Dans le prolongement de ce webinaire, je le redirai tout à l'heure, Fabrice et Jason proposeront des rendez-vous individuels la semaine prochaine. Donc, c'est le 8. Il reste 2 créneaux uniquement. Donc, si vous souhaitez effectivement avoir un entretien individuel pour approfondir un petit peu le sujet et puis avoir des éléments qui, pour le coup, vont vous permettre d'arbitrer, de prendre des décisions, ou tout simplement que vous êtes en recherche de locaux, n'hésitez pas. Je partagerai le lien à l'issue du webinaire également, mais vous pouvez, via French Tech Central, réserver encore un des 2 créneaux qui restent. Jason, Fabrice, je vous laisse la parole, je vous laisse démarrer. Et puis, je suis à côté, je garde mon masque, je suis à côté et je serai en support tout au long du webinaire. Bien, merci Michael, bonjour à tous déjà. Puis encore, merci à Philippe, merci Michael, merci à la French Tech Bordeaux, voilà, en général, de nous recevoir aujourd'hui dans leurs locaux pour cette présentation, de nous donner donc cette occasion de partager avec vous un peu d'informations et de nous permettre de vous présenter un peu notre métier et essayer de répondre à vos potentielles problématiques. Voilà, ça fait quelques mois qu'on discute avec Michael, en l'occurrence, sur comment, en termes d'immobilier, apporter des solutions aux adhérents de la French Tech, donc qui sont principalement des sociétés orientées tech, donc des startups. Et donc voilà, on a essayé de voir un petit peu les problématiques que vous pouvez rencontrer, et on a essayé de créer un contenu qui permet de répondre à ces problématiques. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors je parlais de problématiques immobilières, en tout cas les problématiques rencontrées. Donc on a réfléchi un petit peu à qu'est-ce que vous rencontrez au quotidien dans vos choix, dans vos sujets immobiliers, à savoir par exemple quel secteur privilégier. Donc là on est sur le secteur de Bordeaux, donc on va savoir quel secteur de la métropole privilégié, quel type de contrat prévoir, parce qu'on a des baux classiques, on a des baux dérogatoires, on va voir après. Quel est le coût d'une implantation, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, comment prévoir son développement, c'est-à-dire avec l'augmentation des effectifs, comment ne pas être piégé par des bureaux, comment assurer en fait sa pérennité immobilière en voyant ses effectifs grossir. Voilà. Quelle solution quand on est engagé avec un bail, c'est-à-dire que quand on est engagé selon le contrat qu'on a, on peut ne pas partir, et on peut ne pas partir quand on le souhaite. Donc il faut l'avoir en tête, et des solutions, voilà, il y a des solutions qu'il faut prévoir en amont. Et puis après aussi, quand on parle de start-up, alors il y a des startups qui sont matures, mais il y a aussi des sociétés qui sont jeunes en création et qui ont, comme on le disait avec Michael, c'était un sujet, qui n'ont pas forcément encore 3 bilans, qui ne peuvent pas encore montrer patte blanche, même si elles sont en pleine évolution. Donc voilà, c'est tout ce genre de problématiques auxquelles on a réfléchi et pour lesquelles on va essayer de vous apporter, en
tout cas dans notre contenu, voilà, des conseils et des réponses. Voilà. Après, bon, c'est pas, on a essayé de faire synthétique, donc on n'a pas, tout n'est pas complet, hein, c'est pas un bloc, mais en tout cas, on pourra, s'il y a des questions, y répondre sans problème. Alors, on va commencer déjà par présenter un petit peu l'immobilier d'entreprise, qu'est-ce que ça concerne, quels interlocuteurs on peut avoir. Donc, qu'est-ce que l'immobilier d'entreprise en général? L'immobilier, ça concerne, alors, pour les startups, je pense que ça va plutôt être du bureau, donc du tertiaire, mais aussi ça peut concerner de l'activité. Quand on parle d'activité, ça peut être pour des activités d'artisanat, donc des locaux d'activité, donc c'est la petite production, atelier, donc ça c'est des locaux d'activité comme on l'appelle. Ensuite, on a l'entrepôt. Donc là, c'est pour de la logistique, du stockage. Donc, je pense que les startups sont moins concernées, mais ça peut quand même arriver. Ensuite, on a les commerces. Donc, c'est ce qu'on va retrouver en petit immeuble en ville, par exemple, ou en périphérie, ce qu'on appelle des retail parks. Et encore ensuite, vous avez l'e-coworking, qui est une offre complète à part entière et qui peut, je pense, apporter beaucoup de solutions immobilières aux startups parce qu'il y a de la flexibilité. Voilà. À qui on a affaire quand on loue des bureaux. Donc, on a forcément un bailleur. On en voit deux grands types. Il y a le coworking, il y a deux grands types de bailleurs. Donc, les bailleurs privés, donc c'est des propriétaires qui ont de l'offre qu'on appelle diffuse, donc des locaux, quelques locaux ou peut-être même un seul local de bureau. Donc, ça, c'est les propriétaires bailleurs privés. Et après, on a les bailleurs institutionnels. Donc, ce sont des foncières, ça peut être des banques. Voilà, ce sont des bailleurs institutionnalisés, on va dire, dont c'est le métier. Voilà, dont c'est le métier, qui sont voilà, donc de grosses entités. Et ensuite, après, on a le coworking, qui est de plus en plus plébiscité, de plus en plus en vogue, puisque c'est une offre vraiment à part entière et qui est complémentaire aux autres offres qu'on peut trouver. Voilà. Alors, je parlais de contrat tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités de contrat. Et c'est là où c'est important d'avoir une réflexion sur son développement, puisqu'un contrat induit un engagement plus ou moins flexible. On rencontre le bail commercial qu'on appelle bail traditionnel ou classique, donc bail 369, qui est un bail de 9 ans avec des engagements minimum de 3 ans, donc c'est 3, 6 ou 9 ans. Donc on a une possibilité de résilier le bail tous les 3 ans. Donc là, on a une flexibilité qui est assez moindre, puisque quand vous signez un bail commercial, vous êtes engagé pour au moins 3 ans. Et donc, vous ne pouvez pas sortir avant ces 3 ans-là. Il y a des possibilités de sortir par exemple, la recherche d'un successeur. Ou par la négociation d'une indemnité de résiliation avec son bailleur. Voilà, donc en gros, alors, il n'y a pas de calcul pour une indemnité de résiliation, mais grosso modo, on peut dire que ça peut être la moitié d'une année ou la moitié de la période restante due. Voilà, en tout cas, c'est des calculs à faire. Donc, le bail commercial est un bail traditionnel. Et pour une start-up, je pense que c'est un bail qui est bien quand la société est plus mature, quand le développement a déjà eu lieu. Voilà. Ensuite, on a le bail dérogatoire. Donc là, c'est un bail qui n'a pas de durée minimale. C'est un bail qui est plutôt souple et qu'on peut reconduire autant de fois qu'on le veut sur une durée maximum de 36 mois. Voilà, au-delà des 36 mois, on reconduit après le bail sur un bail 369 plutôt traditionnel. Ça peut être pas mal pour une start-up parce qu'il y a de la souplesse. C'est-à-dire qu'on peut, si on le souhaite, prendre un bail pour 6 mois, puis reconduire pour 1 an, voilà, dans le maximum de 36 mois. Donc, il y a quand même de la souplesse. Ensuite, il y a le bail professionnel. Donc là, je pense que ça concerne un peu moins les startups, mais il fallait quand même le souligner. Le bail professionnel, c'est plutôt orienté pour les professions libérales, aussi pour les activités non commerciales. Donc, ça va concerner, par exemple, les professionnels de la médecine, ça peut concerner les avocats, ça peut concerner tout ce genre d'activités. Donc, normalement, vous ne devriez pas devoir signer un bail professionnel. Mais bon, en tout cas, on a quand même voulu le marquer. Donc, c'est un bail d'une durée de 6 ans avec une possibilité de résiliation à tout moment, avec un préavis de 6 mois. Bon, normalement, il n'y a pas de raison que vous ayez un bail professionnel, mais bon, il fallait quand même le souligner puisqu'il existe et qu'on le rencontre quand même de temps en temps. Et ensuite, dernier contrat, on va dire, c'est le contrat de prestation de service qui
qui est plutôt global. Alors, ça ne concerne pas que les coworking, on peut avoir du contrat de prestation de service en dehors des coworking. En tout cas, quand on s'oriente vers un coworking, c'est généralement un contrat qu'on signe avec le coworker. Donc voilà, contrat de prestation de service, on va s'orienter plutôt sur le coworking. Donc c'est une offre qui est plutôt souple puisque il n'y a pas d'engagement de durée, il n'y a pas de durée minimum. Donc pour assurer un développement, c'est plutôt facile puisqu'on peut déjà prendre un poste de travail. On peut après ensuite augmenter, prendre des espaces privatifs. Donc c'est vraiment souple. Et en termes d'engagement, il n'y en a pas. C'est un contrat qu'on prévoit dès le départ sur une durée. Et ensuite, on peut, si on le souhaite, le changer pour augmenter la durée, pour augmenter le nombre de postes de travail. Ou alors, si on n'a plus besoin de bureau, on peut aussi le résilier assez facilement avec une durée variable et négociable avec le coworker. Ça peut aller de 1 à 3 mois en fonction de la négociation. Voilà. Donc voilà pour les différents types de contrats que vous pourriez rencontrer dans la vie de votre société. Voilà. Ensuite, on va parler un peu des usages. Les usages, comment ça fonctionne, comment on calcule. Bon, je pense que beaucoup de gens ont déjà des sociétés, donc vous avez déjà eu, vous êtes certainement au courant, mais bon, c'est quand même bien de reprendre ces points-là. En termes de loyer, aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas initié ne comprend pas toujours comment on calcule un loyer. Alors, sur des bureaux, on va dire traditionnels, on calcule en euros hors taxe par mètre carré par an. Donc, ça veut dire, mettons, on a 100 euros pour une surface de 100 mètres carrés, donc on aura un loyer de 10 000 euros hors taxe par an. Donc, on calcule par mètre carré hors taxe par an. En coworking, on calcule en euros hors taxe par poste par mois. Donc, c'est un calcul qui est différent. Voilà, faut le savoir. Ensuite, au niveau des règlements, bon, ça, pas très important, mais traditionnellement, on est plutôt sur un règlement trimestriel. On voit de plus en plus que des sociétés demandent un paiement mensuel, ce qui évite de sortir de la trésorerie. Voilà, c'est quand même, voilà, il y a de plus en plus de propriétaires, des privés, c'est sûr, des institutionnels de plus en plus aussi, acceptent d'avoir un loyer mensuel. Et quand on dit loyer, c'est terme à échoir. C'est-à-dire qu'on paye toujours d'avance. C'est un donc terme à échoir. En ce qui concerne les charges et la taxe foncière, sur un bail traditionnel, elles sont à la charge du locataire. C'est-à-dire qu'en même temps que le paiement du bail, donc trimestriel ou mensuel, vous versez un acompte de provision pour charge, de provision pour taxe foncière, avec une régularisation en fin d'année sur facture, puisqu'on prend toujours comme référence l'année précédente. Voilà. Alors, pour les coworking, c'est beaucoup plus simple, puisque tout est inclus dans le loyer. Que ce soit le loyer, charges, taxes foncières. Voilà, c'est vraiment une prestation globale, même pour le mobilier, voilà, pour l'Internet, pour l'imprimante, voilà, tout est vraiment compris. Voilà. Autre point important, les travaux dans l'immobilier d'entreprise en général. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a une grande règle. Ce sont 2 articles, les articles 605 et 606 du Code civil. Donc, la règle, c'est simple. Article 605, ce sont les gros travaux, donc les travaux de structure sur un bâtiment qui reste à la charge du propriétaire, du bailleur. Quand on parle de structure, ça va être de la toiture, ça va être voilà, la structure de l'immeuble, du parpaing, voilà, tout ce qui est vraiment gros travaux reste à la charge du bailleur. Ensuite, le locataire, lui, est régi par l'article 606, donc tout ce qui est entretien, aménagement, nettoyage, tout ça est à la charge du locataire. Donc 605, 606, 2 articles importants à retenir. Voilà. Alors, je vais laisser Fabrice prendre la suite. Prendre le relais. Donc, dans la démarche qui est la vôtre pour une start-up, c'est bien définir à la base son besoin et se poser les bonnes questions. Il y a tout un cheminement pour orienter son choix dans le cadre de la recherche de ses locaux. Voilà. Donc, c'est se poser les bonnes questions, comme je le disais, c'est de savoir où s'implanter, qu'est-ce qu'on recherche, la temporalité. Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Il y a une démarche également budgétaire aussi qui va se profiler aussi. Donc, c'est tout un tas de questions qu'il faut se poser en amont pour avoir une bonne stratégie immobilière. Voilà, donc la première question qu'on se pose, c'est le dimensionnement de ces locaux.
quelle surface on a besoin, quel type de locaux. Après, on va essayer de définir le secteur géographique où on a besoin de s'implanter. Tout ça dépend un petit peu de la mobilité de ses salariés, de la proximité de sa clientèle. Après, comme vous avez besoin de souplesse aussi, c'est savoir dans votre développement quel type de contrat on est prêt à signer pour s'engager. Jason en a parlé. À quel moment il faut s'y prendre aussi, ça c'est la temporalité pour rechercher ces locaux. Il faut généralement anticiper, on va le voir. Après, il faudra également définir dans sa recherche le type de prestation qu'on attend pour ces locaux. Est-ce qu'on veut des locaux neufs? Est-ce qu'on veut des locaux de deuxième main? Est-ce qu'on veut des locaux avec beaucoup de parking? La proximité des transports en commun? Est-ce qu'on veut des bureaux en open space? Est-ce qu'on veut des bureaux cloisonnés? Et après, il y a bien sûr, in fine, la réflexion budgétaire. Quels sont les loyers pratiqués sur un secteur? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme budget dans ces locaux? Il y a les notions de charge également. Jason vient d'en parler aussi. Voilà. Donc, on va essayer d'aborder chacune de ces problématiques au fur et à mesure. Donc, dans le dimensionnement des locaux là, pour des bureaux, effectivement, si vous choisissez une implantation en open space, qui est souvent le cas pour des startups, même s'il y a un petit peu de bureaux cloisonnés, vous allez avoir effectivement la possibilité d'avoir une densification un peu plus importante. On est généralement à 10 mètres carrés par personne, voire moins. Mais il faut être vigilant aussi, lorsque vous choisissez vos locaux, que les locaux répondent juridiquement, réglementairement et techniquement en termes d'effectifs. Donc, qu'on puisse effectivement mettre le nombre de personnes souhaitées à l'intérieur de ces locaux. Après, lorsque vous optez plus pour des bureaux cloisonnés, là, effectivement, il y a plus de circulation, plus de couloirs, il y a du cloisonnement. Donc là, vous allez avoir des bureaux où vous aurez moins d'effectifs à mettre dedans, donc moins de densification. Il faudra également être vigilant parce qu'il y a un impact budgétaire, on le verra après, sur la quote-part de parties communes, parce que souvent, vous avez vos locaux privés dans des espaces de bureaux, et vous avez aussi des parties communes où peuvent se situer bien sûr les paliers, les accueils et les sanitaires qui sont parfois dans les parties communes. Si vous avez par exemple 100 mètres carrés et que vous avez 10 mètres carrés de parties communes, bon, c'est tout à fait acceptable. Par contre, si vous avez 30 mètres carrés de parties communes, effectivement, l'impact sera très important sur le budget. Après, dans votre recherche de locaux, ce qui est important, c'est aussi ce dont vous avez besoin en termes de parking. Si vous êtes en centre-ville, mais là, vous allez privilégier généralement les transports en commun avec une forte mobilité, les transports doux. Et il y a peu de parking, il y a les parkings publics, mais il y a peu de parking privatifs à l'intérieur des immeubles de bureaux. Donc ça, c'est ce qu'il faut regarder parce que ça peut avoir un coût additionnel sur l'enveloppe globale que vous êtes fixée. Alors en périphérie, effectivement, on a souvent des transports un peu moins dimensionnés, même si le tram est présent partout, et on le voit même à Mérignac aujourd'hui, dans la zone de l'aéroport, il y a une extension du tram qui est prévue avec une mise en service fin 2022. Donc, on commence à être très bien équipé au niveau transport en commun. Et là, pour le coup, c'est historique et il y a beaucoup plus de parkings disponibles. Et si vous avez besoin, effectivement, dans le cadre de votre activité, d'accéder aux axes routiers importants, ça sera plus facile. Voilà. Ensuite, donc, on l'avait un petit peu évoqué dans le secteur géographique, on en a un petit peu parlé là aussi. Vous devez définir et orienter votre choix selon la mobilité de vos salariés. Donc, si vos salariés disposent d'un moyen de transport individuel, effectivement, vous n'aurez aucun mal à être en périphérie et vous aurez du parking sur tous les programmes tertiaires. Et là, les zones périphériques sont très adaptées. Si vous êtes plutôt sédentaire et qu'il y a une plus faible mobilité des salariés, ce qu'on rencontre souvent dans des entreprises digitales et start-up, vous privilégiez souvent les transports en commun, donc des implantations en centre-ville, donc qui sont assez adaptées. Voilà. Ensuite, on en avait parlé un petit peu en introduction là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est la temporalité de son projet
et le développement. Les startups sont des structures qui évoluent très rapidement et un besoin immobilier à un instant T peut vite se révéler trop exigu dans le temps et il faut avoir le maximum, je pense, de souplesse dans votre choix au tout début de votre activité. Une fois que l'entreprise est mature, effectivement, on peut avoir des locaux qui soient plus figés en termes de surface, quoi. Voilà. Donc, dans une démarche immobilière, généralement, il faut quand même s'y prendre largement l'avance parce qu'on le voit, le temps de rechercher ces locaux et pour concrétiser un dossier de location et de faire des échanges avec les bailleurs, il se passe généralement entre 2 et 6 mois selon les critères, en fonction de la localisation, la disponibilité et le type de bailleur. Voilà. Donc, il faut, c'est ce qu'on soulignait, c'est s'y prendre donc largement l'avance, au moins 6 mois à l'avance dans votre démarche, votre réflexion. Et lorsque vous nous contactez, si vous y prenez un mois à l'avance, ça va être très difficile dans un schéma traditionnel de bureau classique avec un bail 369. Bon, parfois, dans une démarche coworking où tout est inclus, c'est tout à fait possible. Oui, bien sûr. Voilà. En coworking, en un mois, ça peut être fait. Exactement. Donc là, encore de la souplesse. Il faut prendre un petit peu d'avance. Alors là, tout à l'heure, on en a parlé aussi, c'est essayer d'anticiper, estimer son potentiel de développement, qui est effectivement très difficile lorsque vous constituez votre société. Quand vous sortez de pépinière ou d'incubateur, c'est parfois un petit peu plus facile, mais bon, comme vous avez parfois une croissance exponentielle, c'est essayer d'obtenir toujours le maximum de souplesse ou prendre un petit peu plus de surface que ce dont vous avez besoin. Mais effectivement, ça peut vous coûter cher au départ, mais vous pouvez aussi avoir cet artifice, c'est-à-dire de sous-louer la partie que vous avez pris en plus et que vous n'occupez pas pour l'instant. Donc, ça vous permet d'avoir un petit peu de marge de développement en termes de surface à terme. Voilà. Donc après, il y a plusieurs, dans les prestations, il y a plusieurs critères qu'il faut effectivement regarder. C'est la classification des locaux. Il y a 2 classifications possibles. Soit c'est une classification ERP, c'est les établissements recevant du public. Donc, si vous faites de la formation, si vous recevez du public ou des établissements, des écoles de formation, il faut effectivement répondre à cette classification. Et la problématique souvent, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres de locaux répondant à cette classification. Après, vous avez les locaux qui sont classés code du travail, donc qui nécessitent juste une accessibilité PMR. Et après, ce qui est important aussi d'avoir, c'est regarder les fondamentaux, c'est avoir un ascenseur et également pour vous qui travaillez dans le digital principalement, c'est d'avoir de très bons débits Internet et de la fibre. Voilà. Bon, après, ce qui est important aussi, c'est de voir si vous avez besoin de bureaux cloisonnés, de salles de réunion, si vous avez besoin de locaux climatisés. Aujourd'hui, c'est une évidence, mais on le voit que parfois, il y a certains locaux où ça manque, surtout sur des offres de deuxième main où on a un système vieillissant. Et après, il y a les espaces de convivialité dont on a de plus en plus besoin. Bon, la kitchenette. Et également aussi, on aime bien avoir des petits espaces extérieurs comme des terrasses. Et cette notion est de plus en plus importante avec cette crise sanitaire qu'on traverse. On recherche des espaces de convivialité pour les salariés, pour les faire revenir au travail. Ensuite, il y a la dimension budgétaire dont on a parlé. C'est bien évaluer son enveloppe budgétaire. Quel loyer mettre, quelles sont les charges et la taxe foncière pour avoir un budget locatif global. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse mise de fonds lorsqu'on signe un bail au début, parce qu'au-delà du loyer, des charges et de la taxe foncière, il faut prévoir un dépôt de garantie au début de 3 mois. 3 mois quand vous êtes par trimestre d'avance. Si vous payez par mois d'avance, c'est 2 mois. Voilà, parce qu'autrement, le 3e mois, ça pourrait être productif d'intérêt. C'est technique, mais c'est juste pour le souligner. Et après, effectivement, comme l'a dit Jason, le paiement des loyers se fait par trimestre d'avance, donc trimestre à échoir. Donc, il y a une mise de fonds qui peut être un petit peu plus importante au début, donc il faut bien l'anticiper. Voilà. Donc, on a vu un petit peu les grandes lignes pour le moment sur l'immobilier d'entreprise. Quelles sont les règles générales, à quoi il faut faire attention quand on choisit des locaux, quels sont les critères à choisir. Donc, je pense que là, on a quelques bases déjà maintenant pour
pour lancer, on pourra déjà échanger avec vous si vous avez des questions. On a fait un peu large. Voilà, donc maintenant, on va plutôt aborder en fait le marché bordelais, puisque je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse, savoir quelles sont les différentes zones, quels sont les loyers, où aller, etc. Je pense que voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va vous présenter rapidement un petit peu là, le marché bordelais en termes de chiffres. Je ne suis pas certain que ce soit ce qui vous intéresse le plus, mais c'est bien de le souligner. C'est bien de le souligner quand même, de voir où est-ce que ça bouge, quel est le marché global. Donc aujourd'hui, alors, on a pris les transactions 2020, on a hésité à prendre le premier trimestre, le premier semestre 2021, mais je pense que ce n'est pas assez significatif. Donc on a repris les valeurs de 2020. Sur 2020, qui a été une année mitigée, hein, mais on a eu 269 transactions pour 123 000 m² placés. On tournait plutôt aux alentours des 300 transactions sur 2019. Donc on voit quand même que c'est un petit peu baissé, mais ça reste relativement stable. On est sur un marché qui est assez attractif. En termes de zone, on remarque quand même que Bordeaux est le secteur le plus privilégié, puisqu'on a 113 transactions, on n'est pas tout à fait, voilà, on n'est pas tout à fait à la moitié, mais 45 500. Sur l'ouest, 34 000, sur le sud-ouest, 30 000. Et après, le nord et la rive droite sont un petit peu plus en marge aujourd'hui, puisqu'on a des chiffres qui sont plus restreints. Ce n'est pas tous les ans, mais c'est plus restreint. Ça marche. Ouais. En termes d'offres disponibles, aujourd'hui sur toute la métropole, donc on dispose de 182 000 m² de disponibles. Et on voit, les chiffres sont assez parlants. On a quand même beaucoup de neufs. C'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement sur ces dernières années pour de la promotion immobilière. Et donc on a une offre neuve qui est assez importante. Bordeaux se place très bien sur alors après Paris, hein, bien entendu, mais sur les villes dynamiques, puisqu'on atteint la 3e place sur l'année 2019, voilà, des métropoles, après Lyon et Lille. Voilà, une progression, comme vous le voyez, de 15% des loyers sur les 5 dernières années. On voit que c'est un petit peu de tendance. Alors, je pense qu'il y a eu un effet Covid, mais le seconde main, ce qu'on appelle le seconde main, donc le marché des offres livrées depuis plus de 5 ans, il y a une petite baisse là, je pense que c'est l'effet Covid. Voilà. Mais bon, ça a tendance plutôt quand même à se stabiliser. En termes de zone, aujourd'hui sur l'agglomération bordelaise, donc on voit que c'est assez polarisé. Hein. On a le centre-ville. Alors, on va surtout parler des bureaux parce que c'est ça qui vous intéresse. Donc, on a le centre-ville qui est le gros secteur tertiaire de Bordeaux. C'est là où on a la plus grosse attractivité. Ensuite, on va noter l'ouest, donc le secteur de Mérignac, qui est assez dynamique. Et après, un peu plus en retrait, on va voir le sud, qui regroupe Pessac, Gradignan, Vinave, puis le nord avec les bassins à flot, Bruges, qui sont des secteurs facilement accessibles depuis Bordeaux, puisqu'on a le tramway qui le dessert en moins d'une demi-heure, donc c'est plutôt un secteur attractif. Voilà. Alors, on va faire un petit tour en fait des valeurs sur les différentes zones qu'on vient d'évoquer. Fabrice, tu veux peut-être prendre un peu. Oui, effectivement. Alors, sur l'ouest, c'est-à-dire la périphérie ouest, c'est Mérignac principalement, le Haillan. C'est une place forte de l'immobilier entreprise et tertiaire, hein, principalement avec l'aéroport à proximité. Donc là, on est sur des loyers sur le neuf qui oscillent entre 145 et 160 euros mètre carré en loyer prime périphérie. Sur le seconde main, des loyers compris entre 110 et 135 euros. Hors taxe, hors charge par mètre carré par an. Hein. C'est toujours exprimé comme ça, comme le disait Jason tout à l'heure. Donc là, on vous a mis quelques exemples d'offres. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais pour que vous puissiez voir, par exemple, un immeuble neuf à Bordeaux, à Mérignac, qui est le Winch, qui est livré tout récemment, de 2000 mètres carrés. On est à 150 euros et avec une visibilité intéressante pour vous parce qu'on est à partir de 152 mètres carrés. On n'est pas sur des grands plateaux et ça peut intéresser des petites structures. Voilà. Après, on a notre immeuble de deuxième main là, qui fait 850 mètres carrés, divisibilité à partir de 100 mètres carrés. Et après, des offres effectivement un peu plus anciennes à 140 euros à Mérignac. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la place forte de l'immobilier tertiaire en périphérie. Ensuite, on a le sud-sud-ouest. Donc, comme on voit, on est sur… alors, je reviens juste là. Voilà, comme disait Fabrice, c'est vrai que je l'ai mis juste en haut. J'ai marqué une offre tertiaire importante. C'est vrai que sur la périphérie, Mérignac est actuellement le secteur où on a le plus d'offres disponibles. Alors, c'est le plus gros secteur en termes d'offres, voilà, historiquement. Mais c'est vrai qu'on a une offre disponible quasiment
tout le temps en fait, sur ce secteur-là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai marqué, hein, une offre tertiaire importante. Et là, on passe sur le périphérie sud-sud-ouest, donc comme je disais, donc, Pessac, Canéjan, Gradignan, Villeneuve-d'Ornon. Donc, j'ai mis une offre tertiaire restreinte. Il y a de la disponibilité, mais c'est vrai que selon la surface qu'on recherche, on peut avoir plus ou moins de difficultés à trouver sur ce secteur qui est assez large et les zones sont un peu plus disséminées. Ouais. Sur ce secteur, donc on trouve des valeurs pour du neuf compris entre 140 et 155 euros du mètre. Et pour du loyer seconde main, on est entre 100 et 130 euros du mètre. Voilà, on a mis quelques offres. Pareil, là, on a mis une offre neuve en haut, donc Pessac, à Pessac, donc le programme Vivéo, où aujourd'hui, il reste 343 mètres carrés. Avec une divisibilité à 159, donc 2 plateaux distincts, une offre neuve à 145 euros du mètre. On a mis également une petite offre, pour donner un peu l'exemple. Là, on a une offre de 68 mètres carrés sur la commune de Gradignan, avec par exemple un parking assez important, donc c'est plutôt confortable. Et là, on est sur une offre seconde main, on est à 120 euros, hors taxe hors charge. Donc c'est une offre voilà, pour une start-up, par exemple, ça peut être très bien pour démarrer. On a déjà de la place, on a ses locaux, c'est plutôt intéressant, un peu de visibilité, c'est plutôt pas mal. Et après, sur Villeneuve-d'Ornon, donc là, on a également mis une offre de neuve pour le coup de 270 mètres carrés. Donc on retrouve la même valeur que sur Pessac à 145 euros hors taxe hors charge par mètre carré. On voit que sur ces territoires-là, comme le sud-sud-ouest, notamment Pessac, ces dernières années, il y a eu pas mal de transactions enregistrées parce qu'il y a eu des offres neuves qui ont été créées, de nouveaux bâtiments. Et effectivement, c'est l'offre qui a créé la demande, qui a généré la demande. Donc, c'est des territoires où il y a même des transports en commun qui commencent à être bien dimensionnés avec le tram, des bus à haut niveau de service. Donc, ça peut être important pour les salariés qui ont besoin de la mobilité, qui peuvent aller en périphérie. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on va passer sur le secteur nord. Alors, secteur nord, donc on le disait tout à l'heure, c'est le secteur Bordeaux-Lac, Bruges. Après, on a Ésine aussi. Alors, Ésine est un peu entre l'ouest et le nord, mais on est quand même, voilà, on a plutôt référencé Bruges et Bordeaux-Lac. Donc là, on a une offre tertiaire faible. C'est un secteur où l'offre bien, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a plus d'offres. En ce moment, par exemple, on en a assez peu. Il va y avoir des libérations, mais il y en a assez peu. Là, on retrouve des valeurs qui sont plus élevées, puisque comme je le disais tout à l'heure, on est quand même plus proche du centre-ville que par exemple Mérignac ou le sud-ouest. Là, on a le tramway qui relie par exemple les Quinconces en une vingtaine de minutes. Donc, on est sur ce secteur un peu plus proche centre-ville et assimilé Bordeaux. Donc, on retrouve des valeurs qui sont un peu plus importantes. Voilà, sur du neuf, par exemple, on est entre 160 et 170 euros du mètre, hors taxe hors charge. Et pour des loyers de seconde main, on va retrouver entre 115 et 145. Donc, on est un peu plus élevé que sur la périphérie, mais on retrouve cette proximité du centre-ville de Bordeaux, voire même sur Bordeaux-Lac, on peut avoir une adresse Bordeaux, ce qui pour beaucoup de gens a de l'intérêt. Voilà. Donc là, par exemple, on a une offre à Bruges, une offre neuve, le programme Évolution. On a 5550 mètres carrés, divisible à partir de 250. Donc, on peut avoir des surfaces, alors petites, c'est pas péjoratif, mais 250, ça reste une surface moyenne, pas petite, on va dire. On est à 160 euros du mètre. On a un autre programme, on a 435 mètres carrés, on est à 165 euros du mètre. Et pareil, on a une petite offre, vous voyez, 92 mètres carrés. Qui peut très bien aussi correspondre à une start-up en développement qui souhaite avoir ses premiers bureaux. Donc là, on est à 129 euros hors taxe hors charge, un loyer très correct pour le secteur. On avait aussi sur le Bordeaux-Lac, il y avait quand même, historiquement, c'était un quartier important au niveau tertiaire, mais il y a une offre très vieillissante, voire obsolète, et curieusement, il y a peu de disponibilité. Ça va vite. Ça va assez vite sur ce secteur, mais c'est vrai que c'était une place forte aussi, l'immobilier d'entreprise et du tertiaire, mais peu de disponibilité, une offre souvent très vieillissante. C'est un secteur qui, la métropole grandissant, est de plus en plus assimilé, comme je le disais, à Bordeaux. Et voilà, il y a encore 5 ans, c'était quasiment considéré comme de la périphérie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un bel intérêt pour ce secteur. C'est Fabrice sur la rive droite. Voilà, la rive droite, c'est pas un secteur où il y a des parcs tertiaires très dimensionnés. Il y a eu quelques nouvelles offres cette année, mais historiquement, c'est pas un secteur où on rencontre beaucoup d'offres tertiaires, à l'exception de Bordeaux-Bastide. Mais Bordeaux-Bastide est rattaché au centre-ville de Bordeaux aujourd'hui. Comme vont être les quartiers de Brazza, où il y a des nouveaux programmes qui vont être construits dans les prochaines années. Donc, plus de programmes de seconde main,
comme là on a montré, mais avec des valeurs souvent un petit peu encore hautes sur des programmes de seconde main, mais qui sont de bonne facture. On est entre 115 et 135 euros. Et sur du neuf, on est plutôt sur 150 euros hors taxe, hors charge par mètre carré par an. Voilà. Alors, on va revenir sur plutôt le centre de Bordeaux, parce que là, on a fait la périphérie. On a quand même conscience que pour beaucoup de sociétés jeunes, enfin, une start-up, on y revient, hein, voilà, qui ont des employés plutôt, je pense, jeunes, citadins. Donc, voilà, on va revenir sur le centre, on va approfondir un peu le centre-ville, parce que je pense que c'est plutôt le secteur, en tout cas, moi, je le remarque dans mes dossiers, qui est privilégié pour les startups, voilà, tout simplement. Donc, on va retrouver donc, à Bordeaux donc, le secteur hypercentre. Donc, quand je dis hypercentre, ça va être autour du voilà, triangle d'or, donc les Gambetta, les Quinconces, voire un petit peu les quais, les Chartrons également, qui, même s'il y a assez peu d'offres sur les Chartrons, est un secteur quasi assimilé hypercentre. Donc c'est pour ça qu'on l'a intégré. Donc, sur ce marché, alors on a on parle d'une fourchette hein, sur ce marché. Une fourchette, moi je parle plutôt d'une fourchette rationnelle. La fourchette rationnelle, c'est-à-dire la fourchette logique du marché, c'est entre 180 et 250 euros du mètre. 180 pour des bureaux un peu anciens et en état moyen, et 250 pour des bureaux avec de bonnes prestations, la climatisation, la fibre optique, etc. Donc ça, c'est la fourchette rationnelle. Et après, j'ai inscrit un loyer coup de cœur. C'est le seul d'ailleurs slide où j'ai mis un loyer coup de cœur, parce que sur le centre-ville, on peut avoir des offres qui sont plutôt exceptionnelles, avec du parquet, des moulures, des prestations assez haut de gamme. Et là, on monte sur des loyers qui voilà, sont moins dans le rationnel, mais plus dans le coup de cœur. Donc là, on peut atteindre facilement les 300 euros du mètre carré, voire même on a transacté à 380. On a des offres, il y a plus de 400. Enfin voilà, c'est vraiment. Après, on rentre dans le coup de cœur et voilà. Donc là, pour le centre-ville, donc là, il y a une offre qui est assez rare. Voilà, une offre rare. Alors, j'appelle ça un peu les chaises musicales, c'est-à-dire que c'est une offre tournante. Les sociétés qui recherchent déménagent, libèrent des locaux, donc on remplace vite ces locaux. Voilà, c'est un peu les chaises musicales. Donc, de l'offre pauvre, assez rare, mais qui se renouvelle quand même. On a quand même de la disponibilité. Voilà. Donc là, j'ai mis trois offres pour que vous puissiez avoir quelques notions. Là, par exemple, j'ai une offre de 142 mètres carrés, donc là, on est sur du neuf. Enfin, neuf, on est sur du 2018-2019, donc c'est du neuf, bâtiment indépendant. Donc là, on est à 230 euros. Donc on est sur une fourchette plutôt assez haute, mais on reste dans la fourchette rationnelle. Ensuite, j'ai mis une offre de 48 mètres carrés. Alors là, c'est un peu autre chose. On est à 300 euros du mètre. Mais étant donné qu'on est sur une petite offre, forcément, on peut raisonner mensuellement. Là, par exemple, 300 euros, ça correspond à 1 200 euros par mois. Bon, ça reste acceptable pour une petite surface. Mais là, on est dans des loyers qui sont assez importants. On a une autre offre de 160 mètres carrés qui, pour le coup, est quasiment plug and play. Rien à faire, on s'y installe. Et là, on est à 250, donc on est sur le haut de la fourchette, mais on est très bien placé. Voilà, donc c'était un petit peu les trois offres qui permettent de comparer sur le centre-ville. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a en disponibilité. Bon, c'est comme le soulignait Jason, c'est une offre rare. Il faut être très réactif quand il y a une offre qui est disponible comme ça sur le marché, parce que généralement, elle reste pas longtemps. Et vos structures sont souvent en concurrence là, sur ce genre d'offres avec des professions libérales, notamment sur l'hyper-centre-ville. Voilà. Tout à fait. On change de secteur, donc là on a un peu élargi, donc c'est toujours Bordeaux centre-ville, mais là on a élargi, on va dire, au boulevard, c'est-à-dire entre le centre-ville hypercentre dont on a parlé et les boulevards, on est plutôt sur du diffus. On a de l'offre sur les boulevards, on a de l'offre sur Ravy par exemple, donc on va plutôt parler de Bordeaux centre-ville, mais là on est plus dans du diffus, à part sur Ravy qui est vraiment une place forte tertiaire. Voilà. Sur ce secteur-là, on est sur des loyers qui sont dans une fourchette comprise entre 150 et 200 euros du mètre, selon les prestations fournies, selon le secteur géographique. Voilà, ça peut varier entre 150 et 200 euros du mètre carré. Alors, on a mis trois offres là, pour que vous puissiez comparer. On en a deux là, 1 et 2. On est plutôt sur la place Ravy, donc le bâtiment 5 qui est très visible. Je pense que beaucoup de gens sont déjà passés devant. Donc 378 mètres carrés, qui commence déjà à être une belle surface. Et on est à 165 euros du mètre. À proximité de la place Ravzy, donc on a une offre qui est au 3e étage,
238 mètres carrés, 155 € du mètre. C'est une offre assez sympa. Puis après, à Bordeaux, là, on s'approche un peu plus du centre-ville. Hein. On est entre l'hypercentre et les boulevards. On a une offre de 460 mètres carrés à 170 € du mètre. Et donc déjà, par rapport à l'hypercentre, on est sur des valeurs qui sont un peu moindres et des surfaces qui sont aussi un peu plus grandes pour le coup. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez à la fois des accès vous avez accès aux axes routiers rapidement, les principaux, rocades, etc., transport en commun et proximité centre-ville quasi immédiate. Voilà. Voilà. Ensuite, on a donc le secteur de Bordeaux-Atlantique. Tu veux peut-être en... Oui, Atlantique, territoire projet que tout le monde connaît, c'est une opération d'intérêt national très importante avec une offre neuve exclusivement. Aujourd'hui, on est sur des loyers qui sont de l'ordre de 200 à 220 mètres carrés. Donc là, c'est une jauge à terme de 450 000 mètres carrés de bureaux. Donc, c'est un gros quartier d'affaires. C'est le quartier d'affaires de Bordeaux. On y voit souvent, en tant que preneur, des institutionnels, mais il y a pas mal de sociétés du digital aussi. Lorsque les programmes sont livrés, les programmes de bureau, c'est souvent des gros ensembles. Il y a peu de visibilité au début, mais en queue de programme, on voit très bien, comme on le voit là sur K8.2, qu'on peut avoir des surfaces à partir de 200 mètres carrés. Après, vous voyez des offres là, neuves comme Tribeca à Bordeaux là, qui fait 10 450 mètres carrés. Dans l'immédiat, il n'y aura pas une grande visibilité, mais après en queue de programme, on l'aura. Par contre, on a un programme Hyperion à Bordeaux qui, lui, peut correspondre un petit peu à votre spectre de recherche, avec des surfaces à partir de 210 mètres carrés, donc là, sur Atlantique, territoire très bien connecté avec la gare, la LGV 2 heures Bordeaux-Paris, du tramway, proximité centre-ville, donc effectivement quelque chose de très attractif pour vous. Alors par contre, là, le corollaire, c'est que ce sont beaucoup de bailleurs institutionnels, souvent, et qui sont très exigeants en termes de garantie que vous pouvez leur fournir. Et quand c'est des structures naissantes qui viennent d'être créées, effectivement, il y a des difficultés. On pourra en parler tout à l'heure, parce qu'effectivement, ils vont vouloir que votre candidature... il va falloir, au-delà du dépôt de garantie, ils vont demander des garanties complémentaires qui peuvent être un cautionnement ou des garanties à première demande de votre banquier. Donc, c'est un peu la limite de l'exercice sur des offres neuves avec des bailleurs institutionnels qui seront très regardants là-dessus, ou faire prendre éventuellement les locaux par une structure mature, donc qui a déjà une antériorité avec plusieurs bilans, et qui peut sous-louer une partie de la surface à une start-up ou une structure jeune. Voilà. Pour autant que ce soit autorisé par le bailleur. Dans la limite des 50% aussi. Voilà, et pour autant que ce soit autorisé par le bailleur, parce que souvent, il autorise qu'à ses le preneur à louer à ses filiales et pas de candidature tierce, mais ça peut se faire. Voilà pour Bordeaux-Atlantique. Ensuite, un secteur qui, en général, intéresse beaucoup les sociétés orientées digital, tech, beaucoup de startups qu'on a installées là-bas d'ailleurs. Les bassins à flot, c'est encore plus assimilé centre-ville que Atlantique. Donc là, on est vraiment sur un secteur où on a des très belles boîtes comme Cdiscount, Betclic, voilà, on a vraiment des belles boîtes de la tech. Donc c'est un secteur assez plébiscité. OVH. OVH, voilà, il y a pas mal de boîtes orientées digitales. Donc là, on est sur une fourchette de loyer qui s'échelonne de 170 à 200 € du mètre. On est aux environs des 180, 190 € du mètre aujourd'hui, et on voit apparaître des loyers à 200 €. On est sur une offre, j'ai mis faible. On a de la disponibilité, mais c'est vrai que ça court quand même pas les rues. On a quelques surfaces disponibles. Il y a des grands ensembles qui sont en cours de livraison. Comme là, j'ai inscrit Cap Lowin. On a un gros programme sur les bassins à flot, qui est des caps, donc Cap Lowin et Cap Horn, où on a des disponibilités aujourd'hui à partir de 100 mètres carrés. Voilà, pour des loyers compris entre 180 et 200 € du mètre selon la surface prise. Voilà. Je rejoins Jason qui disait que c'est une offre assez faible pour l'instant. C'est vrai qu'il y a des programmes neufs, c'est sur la dernière partie des bassins à flot, près du McDonald's, là, sur Lucien Faure. Mais effectivement, dès que ces programmes-là sont en cours de livraison et vont trouver preneur assez rapidement, il y a des candidatures en cours. On s'aperçoit qu'au-delà de ça, il y aura très peu d'offres disponibles après sur ce secteur-là qui est plébiscité par les structures du digital. C'est vrai qu'il y a encore 1 an et demi, quand on nous demandait les bassins à flot, on n'avait quasiment rien à proposer.
Le bassin à flot numéro 1, tout avait été livré et on a attendu bien sûr les constructions sur le bassin à flot numéro 2 avec le quai des Caps et aujourd'hui qui sont en train de trouver preneur. Back Market a pris l'année dernière presque 4 900 m² sur Cap Horn. Et donc Cap Horn, il n'y a quasiment plus rien. Et Cap Lewin, là, qui fait 5 500 m², il y a des candidatures qui sont en cours. Donc on pense que d'ici la fin de cette année, il n'y aura plus un mètre carré sur ce programme-ci. Voilà. Bon, après, on a quelques offres comme qui sont disponibles. On a 311 m² du côté de la rue Achard, 319 m² qu'on a sur l'immeuble de la Fabrique. Voilà, il y a quand même de la disponibilité. Il y a du flex office aussi. Il y a du flex office, tout à fait. On va en reparler après sur les coworking. Bordeaux-Bastide, secteur assez en développement, pauvre en offre. C'est vrai qu'on est assez pauvre en offre. Il y a Bastide, bon, vous avez effectivement un quartier qui est déjà mature avec des offres de deuxième main, il n'y a pas d'offre non, mais il va y avoir surtout Bastiniel là, qui va être le gros sujet où il y a plusieurs projets en gestation. Bon, déjà, vous connaissez Ubisoft qui s'installe là-bas. Il y a des écoles comme l'ESCA qui a un de ses projets, même si elle est implantée sur les bassins à flot. Et après, on aura effectivement près du Pont-Chaban le quartier Brazza où il y aura quelques programmes tertiaires intéressants aussi. Donc là, sur les loyers, sur le deuxième main, on est à peu près aujourd'hui Millennium ou l'île B qu'on n'a pas mis, ce qui est entièrement loué aujourd'hui à 170, 175 euros. Et après, on a des offres qui peuvent être à compter de 130 euros, effectivement, dans Cousteau, dans ces endroits-là. Et après, on aura les autres territoires de projet comme Bastiniel avec des valeurs entre 170 et 200 euros du mètre. On en a eu un où il y a un coworking qui s'appelle Unity qui a été livré, qui est entièrement occupé, à peine livré, et on était sur un loyer de 200 euros du mètre. Donc voilà, donc là, on a fait un peu le tour des offres, on va dire plutôt classiques. Ça concernait, comme on le disait au tout début, des baux plutôt classiques. Alors, on peut trouver du bail dérogatoire, du bail traditionnel. On a pour l'instant pas vraiment fait le point sur les coworking. On a simplement évoqué le fait que ce soit des offres qui sont tout inclus, donc c'est beaucoup plus souple, flexible en termes de durée, en termes d'engagement, voilà, c'est quand même plus souple. Aujourd'hui, on peut en retrouver sur tout le territoire de Bordeaux Métropole, de la métropole de Bordeaux. On en a cité quelques-uns. Alors là, c'est pas du tout exhaustif. On n'avait pas la place pour mettre tout le monde. En tout cas, on en a mis quelques-uns avec qui on travaille. Parce qu'on est partenaire avec ces coworkers qui sont du coup installés. Il y en a à Bordeaux Centre, il y en a également en périphérie. On peut retrouver par exemple Régus à Mérignac, on peut retrouver Startway qui est au Hayan, Willio qui est sur la commune de Bègles. Voilà. Puis après, on en a aussi en centre-ville, bien entendu, Mama, Régus, Works, Now qui sont sur les quais. Donc, ce sont des coworking de plus ou moins grande taille qui ont une philosophie qui peut changer. Voilà, par exemple, signature sur le centre-ville. Au Grand Hommes, on est sur un coworking qui est vraiment orienté haut de gamme, vraiment de centre-ville. Une petite structure qui est vraiment orientée assez haut de gamme, peut-être pour des compléments de surface, pour de grandes sociétés, ce genre de choses, pour faciliter la mobilité. Souvent sur des durées moins longues. Voilà. Des durées moins longues. Voilà. Puis après, on a des coworking comme Willio, par exemple, qui est très orienté tech. D'ailleurs, Willio qui est juste à côté d'ici. On est à la cité numérique, orienté tech. Voilà. Donc, ils ont tous à peu près un fonctionnement différent. Donc, c'est intéressant de s'y intéresser. Et en termes de coûts, en termes de loyer, en coworking, on est par poste de travail. Alors, on revient à ce que je disais tout à l'heure, on calcule en poste de travail, donc tout compris. On est entre 200 et 500 euros par poste de travail selon les prestations demandées. Donc, pour 200 euros, on va avoir un abonnement où on peut s'installer, mais plutôt dans des espaces ouverts, un poste de travail qui n'est pas forcément personnalisé. Et à l'inverse, à 500 euros, alors c'est une fourchette, bien entendu, c'est une fourchette large, mais aux alentours des 500 euros, là, on va vraiment être sur un service de bureau fermé, avec des prestations haut de gamme, accès à des salles de réunion, avec du mobilier. Choix de mobilier possible, etc. Exactement. Donc là, on parle hors taxe et par mois. Voilà. Donc, de la souplesse,
de la souplesse, de la flexibilité. Je pense que pour débuter, en tout cas, c'est des offres qui sont très intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre sa décision pour choisir ses locaux dans le mois précédant son installation, ça peut être possible. Et pour un complément de surface, lorsqu'on a effectivement, on travaille sur un projet ponctuel et qu'on a besoin de surface, ça permet d'avoir un complément de surface et de ne pas avoir à changer de locaux. C'est ça, exactement. Donc, on a fait un petit benchmark, on va dire. On a fait un petit comparatif de coworking et bureaux traditionnels, puisque c'est, je pense, une demande et un questionnement que beaucoup se posent pour assurer leur développement, pour démarrer, pour avoir de la surface complémentaire. Donc voilà, on a fait un petit comparatif entre bureaux traditionnels et coworking. Donc, bon, on va faire assez rapide, hein, mais de toute façon, voilà, en coworking, ce qu'on peut noter, c'est la souplesse, la souplesse en termes de durée, la flexibilité pour se développer. C'est très rapide aussi de s'installer dans un coworking, puisqu'il y a, comme je l'ai mis, des disponibilités en permanence. Donc, c'est pour faire face à un besoin qui peut être immédiat. Donc, c'est assez souple. Et on est pour, par exemple, des indépendants ou des petites entreprises dans un contexte, selon les coworking, bien entendu, mais dans un contexte professionnel où on rencontre d'autres personnes. Donc, ça permet de mélanger un petit peu les entreprises, de faire de la mixité et de phosphorer, on va dire. Il peut y avoir de la synergie. C'est ça. Voilà. Les inconvénients des coworking, bon, c'est vrai que c'est à partir d'un certain nombre de postes, il y a un coût qui est quand même assez élevé, même si bon, c'est un coût élevé, mais qui peut se gérer puisque c'est souple. Mais on remarque quand même que à partir de 10, 15, 20 postes, on est sur des loyers qui sont plus élevés que sur du bureau traditionnel. Mais c'est le concept qui est comme ça aussi. Un autre inconvénient qui peut en être un ou pas, hein, ça dépend des entreprises, il y a quand même beaucoup d'espaces qui sont partagés, des espaces communs. Donc, on peut avoir des espaces privatisés, mais tous les autres espaces sont en commun. Donc, pour de la confidentialité, ça peut être un peu dérangeant, mais bon, voilà, c'est un point négatif, mais bon, pour d'autres, c'est un point positif. Sur la personnalisation. Voilà. Et après, les bureaux, effectivement, on n'est pas vraiment chez soi, donc on ne peut pas personnaliser. C'est un autre inconvénient, mais qui peut aussi arranger les personnes. Voilà. En bureau traditionnel, les avantages, c'est qu'on a un choix d'offres qui est plus important dans le sens où les coworking sont placés à certains endroits. Le bureau classique, on a des bureaux un peu partout. Donc, le choix d'offres est plus important. Voilà. Et en termes de coûts, je parle de large gamme de loyers, c'est-à-dire que selon le budget qu'on a, on peut temporiser, on peut chercher, si on veut vraiment un bas loyer, on peut très bien trouver. Si on veut quelque chose de plus standing, on se met en centre-ville. Voilà, en tout cas, il y a une large gamme de loyers. On est dans des espaces privatifs, on est chez soi, et ça donne une image un peu de société bien implantée. Installée, mature. Voilà. Mais maintenant, l'inconvénient, c'est que c'est pas très flexible, en tout cas en fonction des baux qui sont signés, ou plutôt bail classique, traditionnel, bail dérogatoire, c'est moins souple. C'est assez lourd en termes de c'est plus lourd en termes de candidature, de démarche. La durée, c'est un petit peu plus difficile, même si on a vu qu'il y a quelques artifices pour en sortir de manière anticipée, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Et là, vous n'êtes pas sur une solution plug and play comme l'a souligné Jason, c'est-à-dire que vous avez des dépenses annexes, c'est-à-dire qu'il faut y penser avant, anticiper. C'est des travaux de cloisonnement éventuels. Le mobilier, même si c'est travaux éventuels, on y reviendra peut-être, je vais le dire, il y a de la franchise qui peut être demandée, des choses comme ça aux bailleurs. Le câblage informatif, un abonnement téléphonique, Internet, c'est un abonnement à l'EDF, l'eau, tout ça est à prendre en compte. Et là, le point le plus important, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est que quand vous faites acte de candidature pour louer des locaux, il peut vous être demandé effectivement des garanties complémentaires, outre le dépôt de garantie qui est traditionnellement demandé. Et là, ça peut effectivement se compliquer pour des structures qui sortent de pépinières incubateurs qui sont tout nouvellement créées. Voilà. Donc voilà, après, l'un l'autre sont bien, ça dépend de l'usage, ça dépend du besoin, ça dépend de l'instant aussi, ça dépend de la période de développement de la société à laquelle, si elle est en création, si elle est en recherche de nouveaux candidats, ça dépend de la période, de la vie de l'entreprise. Voilà, et pour finir, donc du coup, on est sur, là, on a un peu indiqué la démarche. Alors, comment prendre des bureaux, si vous voulez, on a quatre grandes démarches. Donc, forcément, la prise de contact agence, puisqu'on on est une agence, donc forcément dédiée à l'immobilier. On est spécialiste de l'immobilier d'entreprise, on ne fait pas d'habitation. Donc voilà, prise de contact agence, donc pour expliquer ces critères.
Hein, on résume un peu tout, nombre de salariés, équipements. Ce qui permet en fait, ce qui nous permet nous en fait de faire un petit benchmark de nos propositions, de ce qu'on peut vous proposer. Donc on en discute par téléphone, par mail, et l'objectif c'est quand même de se rencontrer en général, puisque sans se rencontrer c'est difficile de bien comprendre, parce que quand on parle face à une offre, il y a des besoins qui ressortent et qu'on n'a pas pu forcément évoquer par téléphone. Donc, c'est pour ça que la prise de rendez-vous, nous, on est axé prise de rendez-vous. On aime bien être sur le terrain déjà et on aime bien rencontrer nos clients. Voilà. C'est bien pour quantifier et qualifier les besoins. Voilà, pour vraiment définir et créer une relation, développer les besoins. Voilà. Ensuite, en termes d'offres, nous, on considère en général que visiter une offre, ce n'est pas très parlant. Il vaut mieux faire un tour de marché. Alors, en général, on n'a jamais 15 offres, hein. C'est très rare. En tout cas, sur centre-ville, par exemple, c'est impossible. Donc, nous, ce qu'on considère, c'est que visiter 3, 4 offres, c'est bien déjà dans une première visite pour comparer les loyers, comparer les secteurs, les transports, etc. Voilà, il faut faire visiter 3, 4 offres. C'est un petit peu le minimum pour déjà avoir une première idée. Après, on a parlé de 6 mois, hein, donc c'est pas 3, 4 offres, c'est le début. On peut visiter d'autres offres, attendre que le marché soit plus mature, qu'il y ait plus d'offres. En tout cas, ça permet déjà 3, 4 offres de se faire une idée du marché. Une fois qu'on a trouvé ces locaux, donc là, on parle de candidature. Donc là, on parlait de la candidature de la société qui est mature et la société en création. Déjà, la première chose, quand on est intéressé par des locaux, nous, on rédige un courrier d'intérêt, une LOI, pour résumer les termes de la proposition. Donc, le courrier d'intérêt, c'est je veux les locaux à tel prix, pour telle date, sous quelles conditions. Voilà. À ce courrier d'intérêt, il faut ajouter donc le cabis de moins de 3 mois, les statuts, et ensuite les éléments plutôt financiers. Donc là, on parle de bilan, c'est pour une société qui est déjà implantée. Donc, en antériorité, quoi. Voilà, une antériorité. Donc les bilans, en général, c'est le dernier bilan. Sur le dernier bilan, on a les 2 dernières années. Donc voilà. Et pour les sociétés qui sont en création, donc là, on va demander un business plan, une présentation de la société, on va demander des prévisionnels, on va demander tous les éléments pour en fait asseoir un peu la candidature et montrer patte blanche. Voilà. Tous les éléments de nature à rassurer, si vous voulez, votre bailleur sur la pérennité du projet, parce que lui, effectivement, il va nous exposer qu'il prend un risque en prenant une candidature naissante et nous, il faut qu'on ait tous les éléments de nature à le rassurer. C'est ça. Et dernièrement, une fois qu'on a tous les éléments de candidature, donc voilà, il y a une négociation financière. Il y a 2 négociations. La financière, donc la négociation du loyer, de la date de prise à bail, de la franchise. Donc la franchise, c'est les mois de gratuité, par exemple, pour effectuer des travaux, pour installer une clim, pour changer la moquette, ce genre de choses. Donc la franchise de loyer, c'est des mois de gratuité qu'on comprend hors taxe, hors charge. C'est-à-dire les charges restent dues. Voilà, les charges et la taxe foncière restent dues, c'est uniquement sur le loyer. Donc ça va par exemple de 1, 2, 3 mois pour de la seconde main. Et sur des bâtiments neufs, on va au minimum de 6 mois. On a déjà eu le cas, sur des grandes surfaces, on a du 12 mois, déjà du 18 mois. Attention, mais pour des durées d'engagement fermes. Hein. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, c'est une problématique dont je voulais parler tout à l'heure, c'est que souvent sur les nouveaux territoires de projet comme Euratlantique ou les bassins flots, les bailleurs institutionnels demandent des durées d'engagement fermes de 6 ans. Voilà. Et on n'est plus sur le schéma d'un 3-6-9, même si sur des queues de programme, c'est-à-dire 150-200 mètres carrés, enfin, on arrive parfois à le négocier, mais c'est quand même effectivement important. Donc, franchise de loyer, on le voit, on arrive sur même des programmes neufs à avoir 3 mois de franchise par triennal, c'est-à-dire 3 ans d'engagement, voire plus, au maximum, mais vraiment au maximum. Et plus l'offre est rare, par exemple comme en centre-ville ou sur certains territoires projets, on n'arrive parfois à pas avoir de franchise. Et sur la négociation, je voulais faire juste un petit aparté sur le loyer facial. Souvent, c'est difficile de négocier le loyer facial. C'est un loyer, par exemple, qui est à 150 €, surtout si c'est un bailleur institutionnel. Parce que le jour où il va vouloir revendre son immeuble, son actif, il va le faire sur la base d'un taux de rendement et il ne voudra pas qu'on touche au loyer facial. Voilà. Il va faire un accompagnement, il va lisser la franchise sur les années. On aura juste, si vous voulez, la possibilité d'agir sur plutôt la franchise de loyer qui pourra vous octroyer. Voilà. Et ensuite, alors, le plus long, le plus des fois embêtant, c'est la négociation juridique, parce que là, on lit un petit peu dans les lignes du bail. Sachant que dans un bail, il y a 2 grandes parties. Il y a la partie conditions générales et les conditions particulières. Les conditions générales, c'est la trame du bail.
Donc, c'est vraiment, surtout avec les baux institutionnels, on a 40 pages de petites lignes qu'on lit, mais qui sont la trame, qui des fois évoquent des points qui n'ont même pas lieu d'être parce que ça ne concerne pas vraiment les locaux qu'on loue. Mais en tout cas, c'est une trame. Et après, on a la deuxième partie, donc ce sont les conditions particulières, là où on inscrit en fait les conditions réelles du bail. Donc, ce sont ces conditions particulières qui prévalent sur les conditions générales. Et dans les conditions particulières, on déroge aux conditions générales. C'est là-dedans qu'on inscrit vraiment les détails du bail. Donc, et vos demandes particulières, effectivement, parfois il y a une prise de participation du bailleur à certains travaux, si ça peut arriver de remise en état, ce genre de choses. Donc il y a un peu de souplesse là-dessus dans la négociation, en tout cas. Voilà, c'est important pour vous. Voilà pour la démarche pour sélectionner ces bureaux. Tu voulais dire quelque chose ? Alors juste pour finaliser, là, vous avez vu, on a concentré effectivement notre exposé sur le volet locatif entre guillemets, mais à un certain stade de maturité de votre entreprise, comme toute entreprise, vous allez pouvoir vous poser la question un jour d'acquérir votre propre outil de travail et d'acquérir vos bureaux. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible parce qu'il y a un marché qui est de plus en plus offreur, notamment sur des programmes neufs de bureaux vendus, ce qu'on appelle à la découpe, par plateau de 200, 300, 400 mètres carrés. Et ça peut être intéressant pour un chef d'entreprise d'effectuer une opération double, à la fois patrimoniale pour lui à travers une structure patrimoniale comme la SCI, qui louera sa structure d'exploitation, sa société commerciale, les locaux, ou carrément la société commerciale qui achète ses propres locaux. Dans un contexte aujourd'hui de taux d'emprunt qui reste tout à fait satisfaisant et favorable, et alors que le marché propose quelques offres de bureaux à la découpe, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous pencher, bien sûr, à condition que la société soit mature pour financer ce projet au niveau bancaire. C'est vrai qu'on le voit en ce moment, il y a, dans cette période un peu de crise, on voit qu'il y a un certain engouement pour l'acquisition des chefs d'entreprise qui, peut-être, pour qui tout allait bien, pour qui tout va toujours bien, mais qui commencent à se sécuriser aujourd'hui, qui disent il serait peut-être temps que j'achète mes locaux pour préparer la retraite, peut-être tout simplement. Et donc, il y a ce système de on achète ses locaux, on monte une SCI, et du coup, ça prépare un petit peu la retraite. C'est une sécurisation du patrimoine et des revenus futurs. Donc, il y a un bel engouement en ce moment pour ça. On remarque qu'il y a une augmentation des dossiers de vente. Nous, on pousse aussi assez régulièrement nos partenaires pour que les bâtiments neufs construits soient livrés en vente à la découpe et pas largement divisibles. Voilà, divisibles avec des surfaces on va dire à partir de 150, 200, 250 mètres carrés qui peuvent correspondre vraiment à la demande qu'on a à 80%. Donc, aujourd'hui, sur le marché, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais sur les surfaces transactées, le 0,500 mètres carrés, ce créneau-là, c'est 80% du marché. Donc, c'est la PME, PMI, ce n'est pas le gros institutionnel, effectivement. Donc, c'est très important. Et pareil, aujourd'hui, il y a une grosse appétence pour l'acquisition de locaux, y compris en seconde main. Donc, le jour où vous avez même besoin de revendre les locaux parce qu'il faut quelque chose de bien plus grand, soit vous les remettez en location, mais ça se revend assez facilement. Et on a un marché assez dynamique aujourd'hui là-dessus. Voilà. Donc voilà, et là on vous a mis quelques références avec qui on a travaillé ces derniers temps, qui sont tous partenaires de la French Tech. Donc voilà, entre autres Escapa, iCube, Cdiscount, Warani, Abilsen, des boîtes avec qui on a bien coopéré. Qui on a été sans être exhaustif, mais voilà, un certain nombre. On est fiers d'avoir travaillé. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour des questions. Nous, on arrive un petit peu au bout de notre présentation. Alors, on a une petite présentation de la société. On ne va pas forcément s'attarder là-dessus. Vous pourrez le consulter après. Voilà, effectivement. Bon, Tourner Meyer, quand même, en quelques mots, c'est très, très brièvement. C'est une structure qui a été créée, dédiée à l'immobilier entreprise, qui a été créée à Bordeaux en 1990. Qui aujourd'hui est présente sur un grand arc atlantique avec Rennes, Lorient, Nantes, Bordeaux, Bayonne, Toulouse, Montpellier. Donc, structure dédiée à l'immobilier d'entreprise uniquement. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions.
Il y a des interrogations, effectivement, des sujets qui n'auraient pas été abordés, des précisions que vous souhaitez apporter, ou vous ouvrez votre micro et vous la posez en direct, ou vous utilisez l'outil Converser. En attendant que la première arrive, je rappelle donc qu'on a une permanence la semaine prochaine dans le cadre de French Tech Central, mardi. Il reste 2 créneaux disponibles. Si vous souhaitez effectivement rencontrer Jason, Fabrice et échanger avec eux de manière peut-être plus directe sur vos projets. Donc, vous utilisez la plateforme dont vous avez, je l'espère, l'habitude, la plateforme de prise de rendez-vous rdv.frenchtechbordeaux.com pour tout simplement pouvoir réserver un créneau. S'il y a d'autres enjeux que ce n'est pas disponible, évidemment, la semaine prochaine, mais vous souhaitez malgré tout bénéficier de ce type de rendez-vous individuel, vous me faites signe. Je vais laisser de suite, d'ailleurs, mon adresse mail dans l'outil chat. Et n'hésitez pas à me faire suivre de manière à ce que je fasse l'intermédiaire et que vous puissiez effectivement utiliser cette opportunité que l'on vous propose. Est-ce qu'il y a des questions? En même temps, ça a été hyper complet, hein, tous les deux. Bonjour. 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 Alors, j'ai une petite question, en fait, parce que c'est vrai qu'on aborde l'aspect start-up sans locaux disons, plutôt d'entreposage. Or, nous, on a besoin d'entrepôts. Et c'est vrai que c'est un sujet que vous n'avez pas trop abordé. On est en recherche, en fait, de nouveaux locaux, puisque là, on est un peu... Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place chez nous. On est court du Médoc. Et du coup, on cherche des locaux le plus proche de nous, avec 400 ou 500 mètres carrés supplémentaires dédiés à l'entreposage. Est-ce que c'est des offres que vous avez dans vos portefeuilles actuellement ou pas? Alors, si vous voulez, si l'offre de bureau en hyper-centre-ville est rare, l'offre d'entrepôt l'est encore plus. Aujourd'hui, l'offre d'entrepôt ou locaux d'activité se concentre plus en périphérie, même si on essaye de remettre un petit peu d'activité artisanale dans les villes ou vraiment en lisière des villes, parce qu'il y a plein de nouveaux projets comme sur Brazza, des choses comme ça, il y en aura même sur Atlantique qui vont voir le jour. Aujourd'hui, c'est une offre, c'est beaucoup de diffus, c'est difficile à obtenir des entrepôts de 400-500 mètres carrés sur le territoire que vous m'indiquez, à savoir proche du cours du Médoc. C'est vrai qu'on s'est donné je me suis donné un champ d'action de 3-4 km autour du cours du Médoc, donc ce qui m'amène sous le pont d'Aquitaine la plupart du temps. Ouais. Là, ce qu'on va vous dire, nous, on va vous mettre en rapport. On a nos collègues qui s'occupent de locaux d'activité et d'entrepôts. Et sur des zones comme Bordeaux-Lac, Alfred Danet, sous le pont, effectivement, je pense qu'ils vont pouvoir vous aiguiller là-dessus, vous proposer des offres qui sont soit immédiatement disponibles ou très prochainement. Là, si vous mettez un rayon d'action de 3-4 km, ou même près du lac, il y a certainement des choses à vous proposer. Mais là, encore une fois, on n'a pas fait un exposé sur les locaux d'activité, même si on en a parlé, parce que c'est un petit peu marginal. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais ça existe, vous avez raison. Et aujourd'hui, en plus, là, c'est un marché ultra dynamique, même avec la crise du Covid. C'est un marché qui a été en progression, hein, les locaux d'activité, les locaux à usage d'entrepôt. Donc, forte demande, une offre qui est importante, mais pas suffisante. Mais là, on vous mettra en rapport, vous laisserez vos coordonnées et on vous fera rappeler. Je vais laisser mon mail, avec plaisir. Votre mail et on vous fera mettre en rapport avec, avec les interlocuteurs chez nous qui sauront vous guider au mieux. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, d'autres sujets, ou est-ce qu'on a fait le tour? On est en ligne depuis 1h15, vous avez le droit d'aller manger aussi, et vous également. Oui, rapidement, Mickaël, si je peux poser une petite question. Donc, bonjour, je suis Thierry Hulmet. Moi, je fais partie d'un incubateur d'une technopole présente sur Bordeaux et à la Cité Numérique, en l'occurrence. Donc, j'ai un peu les deux casquettes puisque je propose des mètres carrés à des startups, mais moi-même, comme je suis locataire de propriétaires, j'ai un petit peu les deux casquettes. Vous avez répondu à pas mal de questions parce qu'effectivement, c'était assez complet. Une remarque, moi j'étais assez surpris quand même par vos ratios de surface que j'ai trouvé quand même assez importants. Les ratios que vous avez annoncés en bureau fermé de 15 à 20 mètres carrés par personne, oui, là, je trouve ça très confort. Mais confort, les personnes individuelles, c'est 12 mètres carrés.
principalement. Mais quand on adosse avec une salle, parce que souvent, il y a des petits espaces de convivialité ou des petites salles de réunion à l'intérieur des locaux. Bon, là, on peut aller jusqu'à 15-20 mètres carrés, mais une personne, c'est 10-12 mètres carrés en bureau cloisonné. OK. Alors, ma question, elle portait sur la sous-location. Est-ce que vous l'avez abordé, je crois, mais je voulais avoir cette précision quand même de votre part. Vous nous confirmez qu'on peut effectivement faire de la sous-location, qui est une formule d'ailleurs très, très intéressante pour combler les mètres carrés qui restent disponibles pour une start-up si on n'occupe pas tout, à condition de quoi? D'avoir une autorisation formelle donc, du propriétaire bailleur, qu'il soit privé ou institutionnel. J'ai bien compris que c'était plus compliqué avec un institutionnel qui s'entoure de pas mal de garanties. Une simple lettre suffit finalement, comme pour une location d'une habitation privée, c'est ça? Il y a deux possibilités, si vous voulez. Soit vous l'anticipez lors de la signature de votre bail initial. Dans ce bail initial, vous prévoyez la sous-location. Alors, soit la sous-location, elle peut être limitée strictement aux filiales de l'entreprise qui prend à bail les locaux, soit il peut vous autoriser une location à des entreprises autres que vos filiales, mais il va contingenter ça dans il va dire 50% maximum de vos locaux, par exemple, la surface globale de vos locaux. Soit vous ne l'avez pas prévu de manière dans le bail, vous ne l'avez pas anticipé, auquel cas, il faudra vous rapprocher de votre bailleur et qui va vous autoriser à sous-louer les locaux, mais il va faire quand même un avenant au bail principal en vous autorisant à sous-louer vos propres locaux. Et parfois, c'est souvent d'ailleurs c'est ce qui est exigé, il va falloir qu'il concourt à la signature de l'acte de sous-location. Voilà. Mais soit vous l'anticipez lors de votre bail principal, il vous autorise de signer, de sous-louer, je sais pas, 30% de vos locaux ou 40% à une entreprise autre qu'une de vos filiales. Soit vous ne l'avez pas anticipé, auquel cas vous lui demandez, vous lui faites un courrier, j'envisage de sous-louer mes locaux à telle structure. Là, il va falloir faire un avenant à votre bail principal, vous autorisera à sous-louer. De toute façon, pour le bailleur principal, je pense qu'il y a peu de risques, si vous voulez, dans le sens où le seul co-contractant avec qui il discute, avec qui il échange et juridiquement avec lequel il est engagé, c'est vous, c'est le preneur principal. Le sous-locataire n'a aucun droit direct vis-à-vis du bailleur. Donc, il n'a pas de risque juridique et il n'a pas de risque financier. Voilà. Seul le preneur principal est engagé vis-à-vis du bailleur. Donc, pour résumer, deux possibilités. Soit vous l'anticipez lors de la signature de votre bail principal, soit ce n'est pas prévu dans les termes du bail, vous le demandez, vous faites un avenant au bail et vous pouvez le faire après. Ok, merci. Est-ce qu'il reste une dernière question? Stéphane, je vois que ton micro est ouvert. Bon, eh bien, si ça convient à tout le monde, je vous propose de… Excusez-moi, Michael, oui, je voulais poser une question, mais je pense qu'on a largement répondu. Enfin, c'était pour rebondir sur les mètres carrés, puisqu'on est en recherche actuellement et on a visité, on recherche vers Mérédec, donc à la fois centre et presque périphérie, mais quand même centre. Et on a visité des locaux entre 120 et 160 euros le mètre carré, hors charge, hors foncier, etc. Et des locaux corrects. Hein. Enfin, pas neufs, pas complètement neufs, mais tout à fait corrects. Voilà. C'était pour rebondir effectivement sur la remarque, je crois, de Thierry tout à l'heure. D'accord. Alors, vous parlez des valeurs 520 à 160, c'est ça? Oui, alors c'est des petites surfaces, hein, en plus. J'ai envie de dire, en plus, nous on cherche 60, 70 mètres carrés, 80 max. Enfin, peut-être pas max, mais en tout cas, on a un budget mensuel max surtout. Et oui, donc on a visité, on va dire en moyenne, c'est 150 euros par mètre carré par hors charge, hors foncier. Mais on a aussi eu avec charge foncier. Mais voilà, c'était tout, c'est juste. Nous, le cadre, on va dire général, hein, sur ce qu'on a l'habitude de voir. Un peu comme je le disais, on l'a mis un petit peu plus haut hein, dans le slide. Dans les slides, c'est qu'on a des fois des pépites, c'est vrai. Ça arrive d'avoir des pépites où on a des loyers, des propriétaires qui n'ont pas envie de monter les loyers parce qu'ils veulent un bon locataire et qui veulent que le locataire soit satisfait et qu'il reste. Donc, on peut trouver effectivement des offres qui sont sur des valeurs inférieures au marché.
qui sont tout à fait acceptables, à des prix corrects et pour des surfaces effectivement moindres. Nous, on donne un peu un cadre général sur les moyennes qu'on observe, mais on peut trouver des pépites. Hein, comme dans l'immobilier, de toute façon, c'est l'offre et la demande, donc on peut vraiment toujours faire des affaires. Ça, c'est sympa. Et vous avez donné votre taux d'honoraire? On n'a pas évoqué le sujet. On peut l'évoquer. C'est un sujet qui est tout à fait classique en immobilier d'entreprise, comme nos confrères. Il y a un partage d'honoraires qui se fait dans le cadre d'un bail 369 qui est il y a une assiette globale 30-30. 30%, si vous voulez, d'honoraires globaux du montant hors taxe, du loyer annuel hors taxe, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur à hauteur de 15%. C'est ça, 15 et 15. Ok, d'accord. Parce que moi, ce qu'on me propose, c'est plutôt 20% ou 30%, mais pour moi. Oui, ouais. Alors après, ce qu'il faut comprendre aussi, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, enfin, c'est pas écrit, hein, c'est pas une règle écrite, c'est un usage. On va dire 30%, c'est un usage. Là, on a des gens qui pratiquent des forfaits, on a des propriétaires qui ne donnent pas d'honoraires, surtout sur Bordeaux-France, il y a beaucoup de propriétaires qui considèrent que leur offre est unique et que l'agent immobilier va le louer et qu'il n'a pas versé d'honoraires. Donc, on arrive souvent dans ces configurations-là. Et effectivement, dans ces cas-là, on peut avoir des honoraires uniquement à la charge du locataire et on arrive de temps en temps, ça nous arrive à 20, voire des fois 30% ou de faire des forfaits. Surtout sur des petites surfaces, hein, voilà. Sur des toutes petites surfaces. D'accord. Et, vous avez 80 mètres carrés, effectivement, c'est assez répandu. Hein, Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Allez, je vous propose de conclure là-dessus. Hop, je limite le contre-jour. Merci à toutes et à tous. Merci évidemment à nos deux intervenants. Merci bien. Pour leur participation. Je vous envoie les slides en milieu d'après-midi et évidemment le replay. Je partagerai le lien sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Je le rappelle, rendez-vous individuel la semaine prochaine aussi pour ceux qui le souhaitent. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous. Merci à vous. Rendez-vous jeudi pour le prochain webinaire et vendredi également. Jeudi, on sera sur une thématique très différente et vendredi également, puisqu'on parlera en particulier d'international et de sécurisation des contrats à l'international. Donc, n'hésitez pas à y participer. Jeudi, on parlera de levée de fonds et notamment sur l'imbrication entre RSE et levée de fonds avec Arkea Capital et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Donc, dans la matinée à 11h également, un webinaire sur cette thématique et l'après-midi, pour ceux qui se sont inscrits déjà, des rendez-vous individuels avec We Positive Invest, qui est un des véhicules d'investissement d'Arkea Capital. Passez une très bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci.